De simples citoyens qui arrivent les mains vides devant le commissariat central de Kiev et repartent avec un fusil d'assaut, un gilet pare-balles et des munitions. Hier après-midi, les Russes sont déjà dans la ville. Et ces gens-là pourraient se retrouver dans quelques heures face au char de Vladimir Poutine. Dans cette file, Yelena et Dimitri, un couple d'informaticiens. C'est la première fois que je vais prendre une arme. Je ne sais pas l'utiliser, mais je veux apprendre. Ici, c'est ma maison. Je veux la protéger et me protéger aussi. Tous sont volontaires pour se battre. Cet étudiant en philosophie, par exemple. Quand la guerre est loin de toi et que tu ne la ressens pas, c'est une chose. Quand elle s'approche, c'est différent. Ce genre de décision se prend tout naturellement. Tu te rends compte que dans quelques jours, de toute façon, ce sera trop tard. En quelques jours, la ville de Kiev a distribué 18 000 armes. Tous ceux qui le souhaitent peuvent défendre leur pays. Sviatoslav Yurash, le plus jeune député d'Ukraine, joue son rôle. Le pays ne cédera pas. Je ne suis en aucun cas un soldat, mais dans une situation comme celle-là, tu apprends le plus vite possible. Vous avez peur de prendre les armes? Moi, j'ai bien plus peur des Russes armés ici. On est tous jeunes, on est tous nés en Ukraine indépendante, on va mourir en Ukraine indépendante. Au bout d'un moment, plus d'armes. Quand est-ce qu'il y en aura à nouveau? À 9h, 9h. Vive l'Ukraine! Mort aux ennemis! 48 heures après le début de l'invasion, la bataille de Kiev commence. Jeudi matin, les premiers bombardements. Il est 5h38 et Vladimir Poutine annonce le pire. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. L'invasion était préparée de longue date. En quelques heures, la plupart des sites stratégiques d'Ukraine sont détruits. Des dépôts d'armes, des aéroports militaires. Regarde le feu! Accélère! Des premières images d'immeubles détruits et de blessés inondent le monde. Après la sidération, dès jeudi matin, plusieurs milliers d'Ukrainiens cherchent à quitter Kiev. Les routes vers l'ouest sont prises d'assaut. L'aéroport international est fermé. À la gare routière, Sergueï et sa petite fille Sonia, 4 ans, sont bloqués. Non, le taxi s'approche. Je suis en face de l'arrêt. Pourtant, il y a quelques heures, ils y étaient presque. J'avais un vol à 3 h du matin pour la Pologne. J'étais déjà dans l'avion sur le tarmac. Et ils ont annulé le vol. On est revenu dans l'aéroport. C'était très effrayant. On entendait le bruit des bombes. Et maintenant, j'essaye de quitter le pays, mais c'est impossible. Plus de place, pas de bus. Certains ont choisi de se battre pour le pays. Mais moi, j'ai ma fille, elle est petite. Ce serait trop dangereux pour elle de rester ici. À défaut de pouvoir partir en Pologne, Sergueï et sa petite fille prennent un taxi pour rejoindre des amis et se réfugier ensuite dans un village. À la gare centrale, les trains roulent encore. Chers passagers, à cause de l'état d'urgence, nous demandons aux citoyens de garder leur calme. Le pays est en guerre. Et pourtant, les Ukrainiens attendent calmement leur tour, dans la file d'attente. Loubov espère prendre le prochain train pour Lviv, à 600 km à l'ouest, avec ses 2 enfants, Édouard et Paulina, et son chien. Les vides se sont mis à trembler, ça m'a réveillée. On a décidé de ne pas attendre et de partir le plus loin possible. Est-ce que c'était une décision difficile? Oui, bien sûr. Parce qu'ici, j'ai mon travail, ma vie, l'école, tout.
Bonjour, des billets pour le Lviv. Pour aujourd'hui? Oui. On a une place à 20h12, une autre à 20h20 ou à 22h37 si j'ai le temps de vous le prendre. Ou bien 19h25 dans le train couchette. J'ai besoin de 4 places dans le train de 19h25. Dans le wagon 8, il y a la place 4, la 20, la 22, la 24, la 36. D'accord, allez-y, on prend celle-ci. Ah, ça vient de changer, les places ne sont plus disponibles. Et en première classe? Il n'y a plus de place non plus. Peut-être qu'il y a autre chose dans la même direction. Non, plus de place non plus. Il n'y a plus de place du tout. Peut-être que quelqu'un va se désister. Le temps que nous avons parlé, toutes les places sont prises? Oui. Vous pouvez regarder une dernière fois, s'il vous plaît? Malheureusement, il n'y en a plus. La voilà perdue. Sans solution. Dix heures plus tard, Lubov nous envoie cette vidéo. Elle a réussi à embarquer dans un train gratuit pour l'Ouest, affrété pour les femmes et les enfants. Le train est très rapide, sans arrêt, mais on s'inquiète beaucoup. Nous ne savons pas comment est la situation en dehors de Kiev. Mais tout va bien se passer. Elle mettra 11 heures pour retrouver ses proches. Des destins qui basculent, de cette mère de famille à une députée proche du pouvoir. Lyudmila, lui mystère, qui entre en résistance à sa manière avec les réseaux sociaux. Jusque dans sa voiture, elle participe en direct à des émissions à la télévision ou sur Internet. Avec un esprit de combativité, on surmonte les obstacles. Il faut juste que nos gars en première ligne tiennent bon. Ils ont besoin de notre calme, de notre sang-froid. Je suis fière du peuple ukrainien, de chaque Ukrainien. Son appartement a été transformé en base arrière. Les militants qui l'accompagnent dorment chez elle. Sur le t-shirt de celui-ci, l'emblème de l'Ukraine, le trident, et un message. Mort aux ennemis. À ces hommes, elle explique comment désamorcer la propagande russe. J'ai une question. Idéalement, quel doit être notre discours? En fait, nous devons combattre cette idée reçue que le monde nous a abandonnés. Surtout que ce n'est pas vrai. Que nous faisons bien notre travail, que nous combattons pour notre terre et pour l'avenir de nos enfants. On est au top. Malgré cet optimisme affiché, eux vivent aussi au rythme des attaques russes. Dans le couloir, un sac à dos par personne. Sont des choses de première nécessité, les vêtements pour quelques jours, une semaine, tout ce qu'il y a le plus important. Vous êtes fatigué? Ouais. C'est jour et nuit en fait pour vous là en ce moment. Ouais, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Pendant 3 mois, on savait, tous les services secrets de nos partenaires nous disaient que ça sera venir, donc c'était pas la surprise. C'est pour ça, je pense que la population de l'Ukraine, les gens, ils sont calmes. Comme on le voit, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de panique dans les rues. Lyudmila et ses militants font partie de cette génération ukrainienne qui s'est déjà battue contre l'emprise de la Russie. Comme Sergueï, qui dès vendredi matin à la mairie de Kiev vient chercher ses munitions. Des cartouches de Kalachnikov. Okay, let's go. How many are we? Il y en a combien? Assez, assez. Allons-y. Let's go.
L'ennemi se trouve aux portes de Kiev. Et si on ne distribue pas ces armes maintenant, c'est l'ennemi qui les récupérera. Sergueï fait partie des révolutionnaires de Maïdan, qui en 2014, sur cette place, après une semaine de combats, de barricades et 82 morts, ont chassé le président pro-russe de l'époque. Quand tu te retrouves dans la rue au cœur des événements, tu n'as pas peur. Parce qu'autour de toi, il ne reste que des personnes prêtes à se battre. On a fait la révolution de Maïdan. Nous savons comment faire des cocktails Molotov, nous savons comment faire flamber des blindés. En ville, ils ne sont pas efficaces. Sergueï retrouve des volontaires pour préparer la défense de la ville et distribuer les munitions. Ça, ce sont les cocktails Molotov, notre autodéfense civile. Des moyens dérisoires face à la colonne de blindés russes qui n'est plus qu'à 30 km de la capitale. En cas de bombardement, Sergueï est prêt à sacrifier son outil de travail. Il est patron d'une entreprise de location de jet ski. On a ramené ces 2 jet skis hier. On les prépare pour les mettre à l'eau. Et que Dieu nous protège s'ils détruisent les ponts. Si on a besoin d'aller d'une rive à l'autre, nous sommes là, prêts. La fleur au fusil, face aux géants russes. Sergueï pense même déjà à sa future saison de jet ski. L'été, nous avons beaucoup de monde ici, du matin au soir. Plein de monde. On a 2 mois avant de commencer la saison. Et on espère qu'on pourra gagner cette guerre contre les Russes avant et ouvrir la saison comme chaque année. Cet enthousiasme déconcertant, en ce 2e jour de guerre, d'autres ne le partagent pas. Enfermés dans leur appartement, Vladimir et Mia voient les chars arriver sur Kiev et leurs options se réduire. Après 2 jours d'hésitation, ils prévoient de s'enfuir, la mort dans l'âme. Avec leurs 3 enfants, la vie à Kiev devient trop angoissante. C'est difficile, on n'a pas dormi parce qu'on veille à tour de rôle. 2 heures lui, 2 heures moi. On dort avec les enfants pour pouvoir partir immédiatement en cas d'urgence. Généralement, quand l'État nous dit de ne pas paniquer, c'est que c'est le moment de partir. Vladimir n'a pas le droit de quitter le territoire. Comme tous les hommes de moins de 60 ans, il est mobilisable. Mais il a l'autorisation d'emmener sa famille à la frontière. On a peur des pillages sur la route. On a vu sur Internet que des voitures se sont fait arrêter et qu'on a essayé de voler les affaires des gens. Pour la mère de Vladimir, l'épisode actuel n'est qu'une répétition de l'histoire. Elle a vécu toute sa jeunesse, le communisme soviétique. On ne savait même pas qu'il y avait autre chose ailleurs. C'était notre jeunesse, tout ça. On se contentait de peu. Là, on était en Crimée. Si la Russie arrive, il n'y aura rien de bien. Ça, c'est certain. Elle habitait alors à 100 km de Tchernobyl et se rappelle de son évacuation en 1986 avec son fils de 8 ans à Cuba, après l'explosion du réacteur. Maintenant, je dois penser à évacuer mes petits-enfants. Leurs jumeaux, Kirill et Ilya, ont 2 ans, inconscients du drame qui se joue. C'est Lisa, leur adolescente de 13 ans, qui est la plus profondément affectée. Plus de collège, plus d'amis. Elle passe son temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu regardes les informations? C'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Je m'intéresse à mon Ukraine. Mais ces vidéos ne sont pas sans conséquences. Hier, on a dû lui donner des médicaments pour qu'elle puisse s'endormir, parce qu'elle était tellement stressée qu'elle a failli s'évanouir. Les habitants de l'immeuble se sont barricadés. La plupart vivent désormais dans le parking.
Est-ce que vous pouvez bouger un peu pour que je sorte ma voiture? Attention que je n'écrase pas votre matelas. La famille est prête à partir. Ceux qui restent doivent désormais s'enfoncer dans les entrailles de Kiev. Vendredi soir, le métro roule encore pour quelques heures. Il est devenu un refuge pour les habitants de la ville. À chaque station, des naufragés par centaines. Il a été construit dans les années 60, en pleine guerre froide. La station Zoloty-Vorota, l'une des plus profondes de la ville, 95 mètres sous terre, est conçue comme un refuge anti-bombardement. Ils sont 250 ce soir-là, tellement épuisés que ce papa s'est endormi en écrivant un texto. Ces jeunes, à peine plus vaillants après 2 nuits blanches, ne décrochent pas de l'actualité. C'est un discours de notre président. Les États-Unis prennent des sanctions contre Poutine et Lavrov. Avant, c'était l'Europe. Cette fois, c'est les États-Unis. Sorin, 27 ans, travaille dans le marketing. Moi, je suis venu aujourd'hui. Hier, j'étais dans la banlieue de Kiev avec mes copains. On réfléchissait à ce qu'on devait faire. Et ça s'est décidé ainsi. Ils sont tous partis à l'ouest de l'Ukraine. Moi, je n'ai pas voulu y aller. Et j'ai compris qu'il fallait revenir ici. Le métro s'est arrêté, jusqu'à nouvel ordre. Il devient un hôtel de fortune. À cette profondeur, les habitants n'entendent pas le bruit de la bataille qui approche dans les faubourgs de Kiev. À la sortie de la station, une ville déserte où seuls les volontaires armés patrouillent. L'autre front, la crise humanitaire. 400 000 Ukrainiens ont quitté leur pays. À 800 km à l'ouest de Kiev, Oujgorod, ville frontière avec la Slovaquie. À la gare, Tatiana et Alexei attendent le train de leur fille Julia, institutrice, qui fuit la capitale. Elle m'a appelé très tôt hier matin, quand il y a eu le premier bombardement. Elle m'a dit « Maman, ça tire chez nous, j'ai peur ». J'étais au téléphone avec elle, je l'ai rassurée. Ensuite, elle est descendue dans le sous-sol. Nous avons beaucoup prié pour elle. Pour éviter les régions bombardées, le train de Kiev a mis 20 heures, 4 de plus que d'habitude. Ne pleure pas, maman. Tout va bien, je suis avec toi. Mais tous n'ont pas la chance d'avoir de la famille sur place. Pour les naufragés, la mairie a mis en place un système d'hébergement d'urgence. Ils doivent d'abord être enregistrés, puis répartis dans les différents bâtiments que la ville a réquisitionnés. Dans le deuxième foyer, il y a 30 ou 40 places. Depuis le début du conflit, 12 000 réfugiés ont été relogés dans la ville. Bonjour. Ça, c'est l'acte de naissance de mon fils. Nastia, femme de militaire et mère de 2 enfants. Yaroslava, 5 ans, et Svatoslav, 2 ans. Nous arrivons de Berdiansk, dans l'Est. Les affrontements ont commencé, là-bas. On était obligés de partir. Mon mari, lui, est resté pour défendre la ville. Les enfants sont épuisés. Le trajet a duré 3 jours. Avec eux, Tetiana, une autre femme de militaire,
mère d'un enfant de 6 ans. Ils resteront un jour ou deux dans cette cité universitaire. Bonjour. Bonjour. Le temps de se reposer, avant de tenter de rejoindre la Pologne. C'est la première fois que je vois un lit comme ça. Non, non, je te laisse pas dormir là-haut. On va prendre une douche, manger. Ils nous ont donné un bon pour 3 repas par jour. Nous sommes contents du logement et vraiment très reconnaissants. Au moins ici, on ne roule pas, ça ne bouge pas et rien n'explose. J'ai ça, des habits, une culotte, des vitamines, du dentifrice. J'ai pas grand-chose, pas grand-chose. Oh super, j'ai retrouvé le fromage. Au milieu de tout ce chaos, ces jeunes mamans gardent le sourire. Mon mari m'a dit d'aller en Pologne, parce qu'en Ukraine, c'est trop dangereux. Lui, il reste, avec son arme. Il est où, votre mari? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Et ça vous fait quoi de savoir qu'il est au front? J'ai pleuré cette nuit. Et la nuit d'avant aussi. C'est son choix. Il veut protéger son pays. Maman, je veux aller dehors. Attends, mon petit chat, on va s'installer. On vient de passer 3 jours dans le bus. Sur la route de l'exil, d'autres n'ont pas voulu faire de halte. À la sortie de la ville, en direction du poste frontière, plusieurs kilomètres d'embouteillage. Tatiana est seule avec son bébé de 9 mois et son fils de 5 ans. Elle rejoint son mari, qui travaille en Slovaquie. Je suis fatiguée. Ça fait 24 heures que je suis dans la voiture. Tu veux rentrer à la maison? Non, je veux rejoindre papa. Face à un tel afflux, l'État ukrainien garde le contrôle. Chers concitoyens, tous ceux qui sont sur la droite de la grille repartent à la fin de la file. Personne ne triche. Respectez-vous les uns les autres. Tout le monde au fond, qu'est-ce que vous comprenez pas? Les gens passent au compte-gouttes, papier à la main. On a un fils qui passe avec ses grands-parents, mais on n'a pas pu faire le document de prise en charge parce que les notaires étaient fermés. Allez voir le douanier pour voir s'il vous laisse passer. Il est là-bas, allez-y. Les températures sont négatives. Les familles attendent depuis le matin. Pas de tente pour mettre les enfants à l'abri. Pas de repas. Heureusement, les habitants de la ville ont préparé des sandwichs. Il faut apporter ça jusqu'aux voitures. Il y a encore des gens qui ont faim là-bas. Dernier contrôle des douaniers ukrainiens. Vous êtes combien? 1, 2, 3, vous êtes 4. Mon enfant est handicapé. C'est bon. Cette petite fille doit dire au revoir à sa maman, qui repart vers l'intérieur du pays. Nettoie tes larmes. On ne pleure pas, ok? Et pourquoi vous ne pouvez pas partir avec elle? Parce que... À cause du travail de papa. Chut. L'enfant part de l'autre côté avec sa tante. Allez-y, que Dieu vous garde. Encore 300 mètres à marcher
Et au bout, l'Union européenne, la paix et l'exil. À la gare centrale de Kiev, c'est l'exode. Au milieu de la cohue, cette maman. Non, le train n'est pas encore affiché. Ça doit être par là. Juliana, 43 ans, chargée de ressources humaines, fuit la ville avec sa fille Margarita. Si je n'avais pas d'enfant, je resterais ici pour me battre. Ma fille, c'est la seule raison pour laquelle je dois partir. Je dois élever ma fille, car elle n'a que 3 ans et demi. Et votre mari, où est-il? Mon mari est à la maison pour l'instant. J'espère tellement que je le reverrai un jour. Pourquoi ne part-il pas avec vous? Il voulait rester ici. Il voulait rester ici. Pour défendre? Oui. Aujourd'hui est un jour tellement dur pour moi, car j'ai embrassé mon mari comme si c'était la dernière fois. Et j'ai fait une photo de nous 3 comme si c'était la dernière fois, et c'est juste horrible. J'ai la photo là. Comment s'appelle-t-il? Andrei, c'est un super papa qui adore sa fille. Je veux croire encore que je vais revenir, que c'est juste une épreuve que nous devons traverser, qui nous permet de réaliser à quel point notre amour est important, à quel point c'est bien de s'être rencontrés et à quel point c'est bien d'avoir un enfant ensemble. Oh ma fille, merci. C'est le train pour Oujgorod? Juliana veut rejoindre l'ouest du pays, une région encore relativement épargnée par la guerre. Laissez passer les gens avec les petits-enfants. Qu'est-ce que vous faites? Des wagons, comme les canaux de sauvetage d'un bateau en plein naufrage. Évidemment que je vais laisser passer la dame avec l'enfant. Juliana réussit à monter dans le train, in extremis. Non, 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 il n'y a plus de place. Allez-y, allez-y, allez chercher une place. Oh mon Dieu! Julia et sa petite fille ne savent pas quand elles reviendront chez elles, à Kiev. Je pleure parce que je sais que j'ai pris la bonne décision, mais c'était une dure décision à prendre. Peut-être qu'un jour je raconterai cette histoire à ma fille et ça sera une grande histoire. J'espère que ça va aller. 1 300 000 Ukrainiens ont quitté leur foyer depuis le début du conflit. Autour de Kiev, l'étau se resserre. À l'est de la capitale, Kharkiv croule sous les bombes. Au sud, la plus grande centrale nucléaire d'Europe est attaquée par l'armée russe. Un convoi de chars long de 60 km se rapproche de Kiev, qui pourrait se retrouver assiégée. Mardi, c'est la tour de télévision qui est touchée, au cœur de la ville. Ceux qui ont choisi de rester sont entrés en résistance. Dimitro, un restaurateur de 40 ans, a transformé son établissement en cantine pour les forces armées de sa ville. Ça, c'est pour notre armée et nos policiers. Notre chef propose ce qu'il y a de meilleur pour notre armée.
Ce sont des ailes de poulet avec des saucisses, de la salade César. Et après, nous faisons le bortsch ukrainien, un délice. C'est pour qu'il soit fort. Entrez, venez prendre un café. Une trentaine de policiers et de civils viennent reprendre des forces chaque jour. On peut vous donner du bortsch. Et si vous attendez encore un peu, il y aura des chicken wings. C'est tentant. Dites à votre collègue de venir pour prendre le café. C'est mieux de bien manger pour tuer des Russes. Ça fait 5 jours que je dors pas. Dimitro fournit du bortsch aux forces de l'ordre, mais aussi des munitions. Ces bouteilles vides, destinées à devenir des cocktails Molotov. Ces bouteilles, c'est pour nos ennemis russes. Ces fascistes russes. Mais il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Non, l'ennemi n'aura que l'emballage. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour nous. Il ne reste plus qu'à trouver l'ingrédient principal, l'essence. Dans la capitale, les stations-service encore ouvertes sont prises d'assaut. Il faut compter en moyenne 2 heures d'attente pour un plein. Bonjour, ça vous embête pas si je prends un peu d'essence? C'est pour fabriquer des cocktails Molotov. C'est pas pour ma voiture. Allez-y. Gloire à l'Ukraine. Ça vaut de l'or aujourd'hui. L'atelier de fabrication des cocktails Molotov est situé dans cette arrière-cour. C'est ta mission. Vous connaissez le dosage? C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est la première fois pour nous tous. Vous connaissez la recette? Sur Internet, j'ai vu des publications qui expliquaient comment faire. C'est devenu le cocktail le plus populaire en Ukraine aujourd'hui. Tiens la bouteille et dis-moi quand je m'arrête. L'état-major ukrainien a diffusé un mode d'emploi afin d'expliquer aux habitants comment viser les chars russes pour les détruire. Ça va suffire, ça, face à l'ennemi? Je sais pas. Je crois, mais je sais pas. J'ai envie d'y croire. On a même des bouteilles de vin français. Lucien Rigu. Comment tu prononces ça? C'est un cadeau des Français pour les tanks russes. Merci l'Europe. Vous riez là, mais est-ce que c'est vraiment le moment de plaisanter? Non, justement, actuellement, rien n'est drôle. C'est un rire nerveux, pour me protéger. Je n'aurais jamais pu imaginer que j'aurais un jour envie de tuer des gens. Mais là, vraiment, j'ai envie de tuer des Russes. Alors que beaucoup de femmes et d'enfants ont quitté la capitale, la famille de Dimitro est restée. Sa femme, Masha, entraîneuse de basket, a même insisté. C'est notre maison ici. C'est ma ville. C'est mon pays, donc on va rester ici. Tu veux que je pleure? J'ai tellement de peine, on m'a volé ma vie. Vous faites quoi, mes chouchous? Leurs 3 fils, Andrei, 15 ans, Danilo, 8 ans et Ivan, 6 ans, ne sont pas sortis depuis 3 jours de l'appartement. On ne peut même plus aller là-bas jouer au foot. Et du coup, ils jouent aux jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo. Du coup, les garçons, c'est des zombies. Vous entendez ça? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a une bombe qui va nous tomber dessus. Je prie. Mais vous n'allez pas vous mettre à l'abri? Parfois. On y est déjà allé 2 fois. Mais il fait froid. Il y a plein de gens. On sait qu'on doit y aller.
et que c'est pas bien de rester ici. Les sirènes retentissent toute la journée, non? Aujourd'hui, c'est la 5e sirène en 3 heures. La veille, l'armée russe a bombardé la tour de télévision de Kiev, détruisant par la même occasion la salle de sport où Andrei, le fils aîné, s'entraînait 4 fois par semaine. L'adolescent regarde en boucle les images de son club, éventré. Jusqu'à maintenant, ça ne te touchait pas directement. Là, t'as vraiment pris conscience de la guerre, non? Oui, j'ai pris conscience. De ce qui se passe vraiment. Le frère de Dimitro travaille en Russie depuis des années. Oui, mon frère. Salut, mon frère, t'as une minute? Dimitro l'appelle tous les jours pour lui raconter ce qu'il se passe à Kiev. La communication entre les deux frères est parfois tendue. Dis-moi, je suis avec un journaliste français. Si tu ne veux pas parler, tu ne dis rien. Mais si tu as envie, tu peux dire ce que tu penses de la guerre. Dimitro parle en ukrainien, son frère en russe. Je veux pas qu'on donne ni mon nom ni mon prénom, car c'est la merde ici. Je vais lui dire. Je dois te dire, au fond, je suis inquiet parce que ma patrie, c'est l'Ukraine. Je ne comprends pas pourquoi les Russes font ça. Dans quel but? Prends soin de toi. Prends soin de toi aussi et rappelle aux journalistes de ne pas donner mon nom. Bon, ben porte-toi bien. Ok, it's he manager on good manager. Il est cadre. C'est un bon manager qui travaille dans un grand groupe. Mais il pense comme un Russe, comme un Soviétique. Je sais que tu as des difficultés, mais s'il te plaît, ne dis pas mon nom. Je suis en colère. Les Russes ne pensent qu'à leur petite sécurité, à eux et leur famille. En Ukraine, on a un dicton. On dit « chacun chez soi » et les vaches seront bien gardées. Dehors, partout, des barrages tenus par des civils qui ont pris les armes. Leur hantise, l'ennemi infiltré. Ce qu'ils appellent les saboteurs. Laissez passer! Le commandant Motard, 44 ans, supervise ce point de contrôle. Ancien entrepreneur dans le BTP, il s'est engagé dans la défense territoriale il y a 8 ans, lorsque la Russie a envahi la région du Donbass. Que ce soit un militaire ou un civil, vérifiez toujours le coffre, même s'ils ont une autorisation de port d'armes. Va prendre la liste des voitures suspectes. Quelle liste? La liste des plaques d'immatriculation des voitures suspectes que tu dois arrêter. Motard est le seul professionnel du checkpoint. Ses camarades, eux, découvrent le maniement des armes. Tu le remontes comme ça, c'est tout. Tu montes et tu descends. Et ensuite, tu pointes vers le haut. Et toi, tu faisais quoi il y a une semaine avant de t'engager? J'ai été conseiller sur les questions économiques du vice-premier ministre et maintenant, j'ai un cabinet de conseil juridique. Tu la sens la différence de situation là? Mais on est une grande famille aujourd'hui. Nous, on s'en fout de qui tu étais avant. Ce qui compte, c'est qui tu es maintenant. Parmi son équipe, un soudeur, un informaticien et 3 femmes. Une biochimiste, une employée de poste ou encore cette maquilleuse, Alona, 32 ans. C'est une responsabilité.
La première fois, quand j'ai pris une arme dans les mains, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir d'ôter la vie à quelqu'un. C'est une responsabilité terrible. Mais si on est amené à devoir se protéger, ou protéger la vie de nos enfants, ou de nos parents, s'il le faut, nous serons prêts à tout. C'est ici, au nord de la ville, que les Russes ont tenté leurs premières incursions, la semaine dernière. La veille, Sergueï, un artiste clown qui s'est engagé il y a 7 jours, dit avoir arrêté 2 personnes suspectes qui tentaient de passer le checkpoint. En général, ils font semblant d'être des sans-abri ou des mecs bourrés. Soit ils en profitent pour indiquer aux Russes où se trouvent nos checkpoints, soit ils nous espionnent. Les 2 suspects ont été remis à la police. Stop. Stop. Il y a des tirs là. Donc là, il faut faire attention, t'as compris? Il faut être vigilant, car on ne sait jamais d'où ça peut venir. Cocktail Molotov à portée de main. Et juste à côté, dans un appartement transformé en base arrière, du plus gros calibre, donné par l'armée. Et mon vieux, comment on appelle ça en anglais? Ce sont des roquettes RPG anti-char. Et ça, c'est un casque de l'armée allemande. Des armes de guerre pour des civils souvent inexpérimentés. Bon, comment mettre ces piles? Il faut retirer ça? Mais où les mettre? Il faut qu'on lise la notice. Une ville presque assiégée, où pourtant, la vie continue. Alessia, 32 ans, est à 3 jours du terme. Elle attend son premier enfant. Pour éviter les bombardements, elle reste à la maternité jusqu'à son accouchement. Son mari la rejoindra le jour J. Vous avez été examiné par la chef de service? Oui, la dernière fois qu'elle m'a examinée, c'était il y a quelques jours. Elle m'a dit que c'était pour bientôt. Il nous arrive d'entendre le bruit des bombes ici. Ça fait peur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pensez que le bébé les entend? Oui, je pense. Parce que des fois, on fait des examens et j'entends son cœur qui s'accélère. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Comme Alessia, toutes les patientes se sont installées à l'abri, au sous-sol. Les femmes se retrouvent à accoucher dans les couloirs. Les pièces où l'on stockait le matériel sont transformées en chambres de fortune. Depuis le début du conflit, 66 bébés sont nés ici. Julia est guide touristique. Elle a accouché de son premier enfant 4 jours après le déclenchement de la guerre. Il est très calme, il dort tout le temps. Il mange très bien. C'est pas des conditions habituelles pour avoir son premier enfant Oui, mais quand même, comme ça, il deviendra très fort. Et il aura un caractère fort, c'est sûr et certain. On est calme, on est chez nous, on est sur notre terre, pourquoi on doit être stressé? Trop petit. Pour Julia, il est hors de question de fuir.
Nous s'enfuir où? Et pourquoi? C'est ça la question. Parce qu'il est trop petit pour de grands voyages, je pense. Être un réfugié pour des mois et des mois, je pense pas. Je préfère rester ici. Si par malheur, les Russes rentraient dans Kiev? Non, je vais envoyer mon bébé chez son grand-père. Je vais prendre un automate ou un fusil. On va protéger notre terre pour le futur de notre fils. Et c'est vrai, je tire assez bien. C'est pas parce que je suis une mauvaise maman, mais ça, c'est parce que je veux protéger l'avenir de mon fils. La nuit, c'est presque toute la ville qui se réfugie sous terre. Le métro, désormais à l'arrêt, abriterait 15 000 personnes. Certains y vivent en permanence. D'autres se risquent à sortir entre deux alertes. Comme Marc. Алло, ты где уже? Есть осадок на этот счет, поэтому... C'est triste de voir Kiev comme ça. Ну, надеемся, что тут снова будут... J'espère que bientôt il y aura à nouveau des poussettes ici, avec des mamans et leurs enfants, et qu'il y aura des couples qui se tiennent la main et qui s'embrassent. Sa ville est méconnaissable, les commerces sont désertés. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Il n'y a personne et tout est vide. Les rayons sont vides, regardez. You can wash here. We don't have bread. Il n'y a plus de pain. C'est un problème. Pas de viande non plus, pas de lait. Quand est-ce que les clients ont pris tout le sucre? Ce matin, on en avait encore. Ah d'accord. Du sucre raffiné? Et comment ça se passe avec la livraison du pain? Je viens de les contacter, ils m'ont dit qu'ils livraient qu'au grand supermarché. Alors que Kiev redoute la pénurie, dans les régions épargnées par les combats, on s'organise pour réapprovisionner le pays. Oujgorod, 120 000 habitants, situé à la frontière slovaque, est devenue l'une des bases arrières de la résistance. За речами їдьте напряму туди, там вже 4 каміони заїхали, що буде, то беріть собі. Natalia dirige une association spécialisée dans le handicap. Depuis 10 jours, elle s'est portée volontaire pour coordonner l'aide humanitaire. Salut Natalia. Alors voilà la situation. On est en train de récupérer des choses un peu partout en Slovaquie. Les convois doivent partir dimanche et pourront tout transporter jusqu'ici. Il y a pas mal de choses, mais pas tout ce que tu avais mis sur la liste. Au téléphone, un contact pour obtenir du matériel médical de Slovaquie. І це список можуть вже замовляти на наступний тиждень ще, ну, то есть, Богдан, гроші ми навіть знайдемо за гроші, це не знаю, що це. Якщо ви забираєте. Sa collègue est en ligne avec des Allemands, des particuliers qui ont rempli 5 voitures et 2 fourgonnettes de nourriture et de médicaments. Vous arriverez à quelle frontière? La frontière slovaque? Vous souhaiteriez qu'on vous rejoigne là-bas pour tout récupérer? C'est comme ça que vous voyez les choses? Pour l'instant, surtout des dons de la société civile. Natalia n'a encore rien reçu des ONG occidentales. C'est plutôt ça pour l'instant qui marche le plus efficacement, parce que tout ce qui passe par des trucs bureaucratiques, ça va prendre 3 semaines. Les premières livraisons sont arrivées il y a 6 jours, dans cet entrepôt. C'est de la nourriture pour enfants. Ce camion vient d'arriver de Bratislava, en Slovaquie. Des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des médicaments destinés aux civils, triés par des bénévoles. La moitié des stocks sont pour les 60 000 réfugiés de la région. L'autre moitié pour les Ukrainiens restés dans les zones bombardées. Voilà.
C'est le camion qui va partir à Lviv et après à Kharkiv. C'est notre rôle d'organiser tout ça parce qu'on est le moins touché, on est privilégié et donc il faut. À Oujgorod, chacun tente à sa façon de participer à l'effort de guerre. Dans le grand parc de la ville, ce café a été transformé en fabrique de cocktails Molotov, qui sont ensuite envoyés au front par le train. C'est un cocktail spécial des Carpates. C'est un cadeau pour les chars russes. Bien le bonjour d'Ukraine. On commence à manquer de polystyrène, maman. On nous a montré comment faire. C'est pas compliqué. On doit juste remplir les bouteilles de polystyrène. Jusqu'à 300 volontaires chaque jour, dirigés d'une main de fer par Yolanda. Qu'est-ce que vous avez ramené là? Des bouteilles? Très bien. Les gars, dépêchez-vous. Venez décharger les bouteilles. Cette responsable des ressources humaines dans une entreprise de bâtiment a réquisitionné la buvette de son frère. Cette bouteille est trop grande, ce ne sera pas pratique pour la jeter, ça va se renverser. Il ne faut pas s'en servir, mettez-la au recyclage. On en a fabriqué 75 000 en 4 jours. Mais vous aviez déjà fabriqué des cocktails Molotov? Non, bien sûr que non, mais j'adore cuisiner, donc tout le monde me dit que j'ai un don pour ça. Yolanda tente de garder le sens de l'humour, malgré la tragédie qui touche son pays. Vladimir Poutine doit savoir que nous, les femmes, apprécions ce qui est beau. Donc on va choisir la plus belle des bouteilles pour son cocktail. On la réservera spécialement pour lui, s'il n'arrête pas de nous faire la guerre. Certains étrangers se retrouvent pris malgré eux dans la tourmente de la guerre. À Kiev, le couvre-feu débute dans quelques minutes. Et normalement, en face de toi, tu peux avoir une école. Oui, il y a une école. David et Aurélie, un couple de Belges et leur bébé Enzo, n'ont pas encore rejoint leur abri. Au téléphone, un ami français les guide dans la pénombre. Vas-y, tu fais 74. 74, oui. Oui. 00, dièse, à droite. Ah, dièse, ouais. Au premier étage. Absent de son appartement, il héberge plusieurs couples. Ah, ça y est. Ah, bonjour. Il y a quelqu'un. Ah, je vous ai fait peur. Ah, mon bébé. Et vous, ça va? La famille belge va passer la nuit avec Julien et Laura, un couple de Français. Super. Eux aussi sont de jeunes parents. Leur fille Victoria est venue au monde il y a moins de 24 heures. Les nourrissons sont nés de mères porteuses, une pratique légale en Ukraine. Ça a été très rapide. Elle a couché quoi On lui envoie un message à 17h, je couche. Ah bon? Ah ouais. Ok. La grossesse a été organisée par Tatiana, gérante d'une agence de mères porteuses. Elle prend sous son aile David et Aurélie, bloqués à Kiev depuis 10 jours. L'ambassade belge nous a dit comme ça, on vous avait dit de ne pas y aller. Bonne chance, on viendra pas pour vous. On nous a laissé tomber en fait, nous. Grâce à ses nouveaux amis français, le couple belge entrevoit une porte de sortie. Bonjour, c'est le centre de crise du Quai d'Orsay à l'appareil. Oui, bonjour. Vous pouvez me dire où vous êtes? On est toujours à Kiev actuellement. Toujours à Kiev. Ouais. Je suis avec mon conjoint et puis il y a d'autres couples également avec nous. S'agissant d'évacuation par bus, etc., pour l'instant, on n'a pas encore de jours et d'heures prévues pour un prochain convoi. D'accord. Mais dès qu'on en a, on vous informe directement, vous êtes sur la liste. On vous appelle à n'importe quel moment. En attendant leur sauvetage, les familles vont vivre aux abris. Dans les sous-sols du bâtiment, un ancien lieu de fête, tout confort. Là, c'est la cuisine. Ah, le micro-ondes. Le frigo qui est là. Il y a tout ce qu'il faut, sauf de quoi dissiper leurs angoisses. Tant qu'on n'aura pas passé la frontière,
on ne sera pas rassuré, en fait. Je pense que ça va être intense. Si c'est le convoi de l'ambassade... Oui, mais on va aller sur des routes. Si on croise des gens qui ont envie de... qui n'ont pas envie de rigoler, c'est vrai, non? Ouais, mais bon, il ne faut pas penser à ça. Oui, on va penser positif. Le lendemain matin, le compte à rebours est enclenché pour Tatiana. Ces sirènes, ça me fait peur. Très, très peur. La nouvelle est tombée dans la nuit. L'évacuation des familles se fera dans 3 heures. Il y a presque personne dans les rues. Ça me rappelle Tchernobyl. Avant, Tatiana doit obtenir un ultime document, indispensable aux parents pour quitter le pays avec leur bébé. Pour l'avoir, il a fallu trouver un notaire encore en activité. Tatiana, il me faut au moins une photocopie de l'acte de naissance. Une chance pour Julien, mais aussi pour Loïc, un autre client français de Tatiana. Ça, regardez. Oui. Les 2 mères porteuses signent le sésame à la hâte. Un certificat d'abandon de l'enfant. La garantie qu'elles ne pourront plus jamais le réclamer. Là, il faut qu'on y aille parce que ma femme vient de m'appeler et les sirènes sont hurlantes. Elles sonnent. Titi, hôtel. Faut y aller, Tatiana. Oui, je dois payer. On doit se tirer dans un quart d'heure. Genre, faut aller chercher toutes les valises, Julien. Oui, Julien, allez. Julien, viens. Bon, moi, je bats plus. C'est pas si plein. Ils ne sont qu'à 5 km du point de rendez-vous fixé pour l'évacuation. Mais à peine partis, ils doivent s'arrêter. Tatiana contacte le chauffeur qui doit les évacuer pour négocier un délai de grâce. Я вот сейчас везу французов, мы уже на мосту, вот здесь на Голосиевской, напротив Рошена. Il y a un véhicule sur place qui est déjà plein, mais un deuxième est en train d'arriver. Добре. Зараз ми тоді під'їжджаємо. Так, добре. Quelques minutes plus tard, ils parviennent enfin au point de rendez-vous. Leur convoi se résume à 2 petits vans et les jeunes parents ne sont pas seuls. Je sais pas comment on va faire. Avec 2 bus allaient pour 30 personnes et il y a un monde fou qui arrive. Зачекайте, будь ласка, посадіть з малими дітьми. Qui a des enfants? Будь ласка, ось. Soyez calmes, il y a des enfants. Il faut qu'elles sortent, les dames. Mesdames, il faut sortir. Non, je ne sors pas parce que j'ai un passeport français. Mais et nous, vous croyez quoi? Qu'on n'a pas de passeport français? Je suis avec ma mère. Ah, j'ai qui est tombée. Там же 46 человек. Они же сказали, французы, стойте здесь. Туда пошли 46 человек. Il y a une place à côté de... Non, c'est plein. Non, c'est plein. Il y a... faut que tu viennes à côté de moi. Oui, je m'assois. Tu viens à côté de moi. Tout le monde cherche à sauver sa peau, quoi. Tatiana, qui va suivre le convoi jusqu'en Pologne avec sa voiture, tente d'embarquer un maximum de monde. Protège mes enfants. Protège mes enfants. Qu'ils soient maudits, ces Russes. Tatiana part avec les enfants de son ami Sacha. Je te confie ce que j'ai de plus précieux. Qui a fait le choix de rester à Kiev avec son mari. Je t'aime. Le convoi devrait arriver ce soir à Lviv, près de la frontière polonaise.